bonsoir ou bonjour, comme tu as l'international là. Bonsoir. Je dirais aussi bonjour parce que ça dépend du point où vous trouvez. Donc, nous sommes sur ce plateau de l'émission Convergence et Révolution pour encore et encore supputer sur certaines situations. Monsieur Alexis Bongo a écrit un livre qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le livre est intitulé « L'histoire de chez moi ». Bon, je dirais de chez nous, parce que chez lui, c'est chez nous. Et donc, sur ce plateau, nous recevons des gens avec qui nous allons discuter de certaines questions d'histoire de chez nous. Monsieur Alexis Bongo, bonsoir. Bonsoir. Il ne s'agit pas de vous, sûrement, mais je voudrais quand même m'interroger réellement, qu'en est-il de notre présence ici? Oui, merci Emery. On l'avait dit dans les précédentes émissions, nous étions dans homéostasie. Et puis, comme les spirituels sont venus, ils ont creusé. Ils ont dit ce qu'ils savent de notre histoire. Ils l'ont décrypté à la manière spirituelle, qui par la Bible, qui par nos traditions. Mais il fallait bien que de ce grand Congo spirituel, de ce peuple bantou qui était hautement spirituel traditionnellement, de ces Africains que nous étions autrefois, il fallait bien que nous fassions la lecture aujourd'hui. Qui sommes-nous? Que sommes-nous devenus? Que reste-t-il de nous? Et donc pour ce faire, il fallait bien qu'il y ait des gens outillés. Voilà pourquoi j'ai dû faire appel à deux poids lourds pour qu'ils puissent un peu décrypter et la jeunesse et les anciens, nos parents, pour qu'ils puissent un peu regarder conflit de génération, oui ou non, est-ce fondé ou pas, est-ce qu'il y avait des possibilités d'éviter tout ça, pour qu'on sache un peu où nous allons. Donc c'est ça qui fait que nous arrivions sur ce plateau de convergence et révolution culturelle, certainement pour que tous les Africains convergent vers notre histoire et pourquoi pas pour qu'il en résulte une révolution culturelle. Voilà, nous allons d'abord, bien sûr, donner la possibilité à nos invités de se présenter et puis nous allons aborder notre sujet. Bonsoir, je suis Maxence Sondongo, président de l'ONG Univers des Jeunes, qui est une ONG de promotion et de protection juvénile. Oui, je suis Romy Kokilas, journaliste, en tout cas chercheur. Voilà, en tout cas, vous avez suivi l'introduction avec M. Alexis Bongo, qui, c'est vrai, il est là, et peut-être qu'il ne va pas du tout parler, mais il pourra toujours dire quelque chose, parce que c'est lui qui a écrit le livre. Et donc, pour moi, je me dis que vous devez d'abord connaître notre histoire. Est-ce que vous avez la connaissance de notre histoire pour qu'aujourd'hui nous puissions nous asseoir pour dire non aujourd'hui, parce que le présent n'est présent que par rapport au passé. L'histoire de chez nous, l'histoire de chez vous, l'histoire de chez tout le monde. On dit qu'un peuple sans histoire est une vie sans âme. L'histoire se lègue de génération en génération par des contes, par des livres et disons par des voies autres que cela. Aujourd'hui aussi avec l'arrivée de la plus grande bibliothèque que le monde connaît, qui est l'Internet, nous qui voulons bien connaître d'où nous venons pour bien encadrer où nous partons, nous sommes à même de connaître l'histoire. Et quand bien même dans une famille, vous trouverez un jeune de 5 ans, 6 ans qui te demandera, papa, qui est ta maman, qui est ton père. Et combien de fois, nous qui sommes dans un grand continent qui est le berceau de l'humanité, pourquoi ne pas se questionner sur l'histoire de l'Afrique? Oui, avant de répondre à cette question, je salue d'abord le génie de celui qui a placé ces grands hommes derrière, que je vois là, Marcos Garvey, je vois Alice Lassia, et je vois des grandes personnalités, des grands noms, des grands esprits qui effectivement ont travaillé pour la reconquête de leur histoire. Et lorsque vous me posez la question de savoir
Connaissez-vous votre passé? Je dirais, mon passé, c'est moi. Si je ne connais pas mon passé, je n'ai pas d'existence, je n'ai pas le sens de ma vie. Effectivement, c'est un retour en soi. C'est la conquête interne de soi. La conquête intérieure de soi qui nous invite d'ailleurs sur ce plateau. Comme a dit le jeune, la connaissance de cette histoire diverge. Je vis dans un peuple, dans une communauté, dans une tribu. Mais j'ai le legs. On m'a légué certaines choses qui m'incarnent, qui représentent donc mon histoire. À côté, il y a mon histoire, l'histoire de mon pays, que j'ai appris tantôt par le colonisateur, qui n'est pas toujours vrai. Et donc, une fois on l'a vu, je suis allé à la quête, ou bien à la vérification de ce qui m'a été enseigné, pour faire la comparaison et pour découvrir ce que je suis réellement. Donc, mon histoire. Et la vraie histoire, c'est celle-là que je dois connaître, et je pourrais écrire, comme a fait Alexis, parce que mon histoire ne peut être écrite que par moi. Et pour que je puisse l'écrire, il faudrait bien que je puisse la connaître. La connaître demande un voyage. Voilà. La connaître demande un voyage dans le passé, Absolument. Un voyage dans les entrailles de la mer Afrique. Absolument. Oui, mais il s'avère que lorsque vous allez dans les entrailles de mer Afrique, sûrement que l'estomac avait été mutilé, vidé, et que le pancréas avait été cisaillé. Vous comprenez ça? Je veux dire que il y a des réalités de notre histoire que nous connaissons, qui sont des réalités qui nous ont été contées par nos anciens. Mais il y a aussi des réalités qui sont des réalités qui ont été consignées dans les livres par les prédateurs. Moi, je les appelle les prédateurs, ceux qui sont venus pour piller nos richesses, mais qui ont tronqué notre histoire, comme pour vouloir nous maintenir dans leur forme de domination. C'est ça le vrai problème que nous avons ici. Est-ce que vous avez, dans la connaissance de notre histoire, quelque chose qui vous choque par rapport à la réalité que nous vivons maintenant? Parlons de l'Afrique, berceau de l'humanité, l'Afrique de la savane que je connais. Quelque chose qui peut faire que je sois frappé par rapport à notre histoire et le temps présent que l'Afrique vit, c'est d'abord des valeurs que l'Afrique perd tout le long de l'évolution de la société. Vous savez, notre culture avait des valeurs de solidarité et des valeurs de responsabilité. Parlons des valeurs de solidarité, qui aujourd'hui, on n'en trouve presque pas. Dans la valeur de solidarité, il était difficile, voire impossible, de voir une femme, un enfant, un vieillard traîner à la marge de la société sans pour autant qu'il soit ou qu'elle soit récupérée par une personne avec l'élan solidaire. Il était très difficile de voir quelqu'un affamé et que cette famine ne soit pas apaisée. Lorsque on avait un petit bol du riz, ce bol du riz était partagé dans toute la société. Et même ce plat du riz, parfois modeste, mais portait la satisfaction des membres du groupe. Et aussi, il y avait aussi la valeur de la parole. Donc l'homme s'identifiait par sa parole. Lorsque l'homme africain donnait sa parole était respectée et respectable. Respectée par lui-même et respectée par ceux qui l'entendaient, parce qu'il savait de cette parole devait découler la vérité et l'action. Mais aujourd'hui, nous constatons autre chose. C'est cette autre chose-là qui fait que nous nous interrogeons sur notre passé et aussi sur l'avenir qui nous attend.
Parce que l'avenir est fruit du passé. Mais si nous commençons déjà à perdre des repères précités, mais quel sera notre avenir? Voilà. Monsieur le journaliste. Oui, je partirai d'ailleurs de ce raisonnement que je ne peux pas écarter du mien, parce que c'est un tout. Bon, qu'est-ce que je retiens encore qui me dérange? Oui, naturellement, je suis pleinement dérangé, parce qu'il faut remener le débat aujourd'hui pour convoquer notre passé. Vous l'avez dit à l'introduction. Comment, à ce siècle, je le dis bien, le Congo, qui vivait les communautés, nous n'étions pas encore des États, mais nous étions des communautés. À l'époque, nos anciens parents n'avaient pas besoin de la notion de l'État. Il paraît que nous sommes clairs. L'État nous avait été fait des communautés. C'est une culture quelconque qui aujourd'hui est devenue universelle par la force des choses. Nous étions tranquilles, à l'aise dans nos communautés, régis par des chaufferies, par des royaumes, mais réglementés par des lois. Et ces lois, à l'époque, étaient tirées de nos sources ancestrales, traditionnelles, qui existent aujourd'hui. Un exemple. Allez dans la classe politique congolaise. Regardez la vieille classe. Chacun, malgré qu'il soit politique, certains, ils sont fiers de dire qu'ils sont des patriarches, par exemple. Mais le mot est purement nôtre. Ils sont fiers d'incarner, par exemple, une lignée, une ethnie, ainsi de suite. C'est une fierté. Et ça passe même au-dessus de la politique. Mais sur quoi est fondé ce patriarche? Sur des valeurs. Mais c'est des valeurs que nous recherchons aujourd'hui. Nous avons créé au milieu de ce siècle les anti-valeurs. Je ne veux pas politiser cette affaire, mais je veux bien qu'on l'examine. Anti-valeurs. Ici, mais nous en avions. Donc nous les avons perdus. Anti-valeurs, ça veut dire nous n'avons pas de valeur. Si nous n'avons pas de valeur, ça veut dire que nous avons dit à la face du monde que nous sommes des sauvages. Le raisonnement est pareil. Parce que seul un animal n'a pas de valeur. Les valeurs, c'est ce qu'il vient de développer. Les valeurs, c'est ce qui détermine l'homme. Mais lorsqu'on a dit que nous n'avons pas de valeur, et nous avons applaudi devant les deux chambres représentées, réunies en congrès, nous l'avons dit, le chef de l'État l'a dit, donc c'est devant toute la République, et le Congo applaudit de cette salle jusqu'au fin fond du village, parce qu'il y a eu prise de conscience. Nous avons salué cette initiative. Bon, la question qu'il faut se poser, où est-ce que le Congo va aller puiser ses valeurs? À l'universel ou bien en nous-mêmes chez nous? Mais c'est chez nous. Mais quelles sont ces valeurs perdues? Il vient d'en développer un. Mais moi, je parlerai de la justice et de la loi. La loi est traditionnelle chez nous. Tenez-vous bien. Quand j'ai suivi une fois le procès des généraux, je le lisais avec attention en tant qu'historien. Lorsque le président était bloqué, il a dit aux deux, entre un Nobela et un Kani. Non, pas un Kani, un Nobela et le nom m'échappe. Qui dit la vérité? Un Moinet. Un Moinet, qui dit la vérité? Mais les deux sont appelés à dire la vérité. Et la vérité a jailli. Mais la cour qui était là, réglementait avec les lois universelles. Mais il fallait aller dans nos sources. Chacun s'est retrouvé dans ses valeurs, s'est dit, tiens, c'est un interdit chez moi. Alors, mais lorsque vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi nous ne pouvons pas creuser si nous ne pouvons pas tenir avec la loi congolaise, la loi universelle, pourquoi on ne peut pas creuser chez nous? Dans le Tchikoumi, dans le Nzobi, dans le Kwembali, partout dans le Kani. Les fondements de ces traditions, vous les retrouvez dans les 10 commandements. Alexis, vous ne dites pas le contraire. Même dans le milieu pygmoïde, permettez-moi le terme. Un peuple a toujours des normes à respecter pour le bon fonctionnement de sa vie, pour le développement de ce peuple. On te dira partout chez le ville de Téké, on ne prend pas la femme de quelqu'un. On te dira, on ne vole pas ce qui est autrui. On te dira, tu ne peux pas manger en regardant l'autre affamé, ainsi de suite. C'est naturel, c'est ce qui caractérise l'homme. Mais lorsque, tel qu'il le démontre, l'homme mange, le Congolais mange en regardant l'autre affamé, ils sont réjouis. Et lorsqu'on pense que ce qui fait la valeur d'un être humain, ce n'est plus les valeurs qu'il a, c'est du matériel, il y a la dépravation de l'homme, il y a le refus d'être homme, Alexis. Je ne sais pas si je suis perçu. Parce que nous avons opté pour une culture où ce qui est à l'extérieur de l'homme, c'est ça qui donne de la valeur. Or, ça, c'est dérisoire. Et la richesse devient une valeur. Mais la richesse est dérisoire. D'où nous n'avons plus de personnes
dignes telles que ceux-là que je vois derrière, qui ont pensé l'Afrique que vous rêvez. Je le dis clairement. Intellectuels, politiques, journalistes, je le dis avec un cœur serré. Les porteurs de flammes, s'ils voulaient être riches, nous n'aurions pas des Mandela. Nous n'aurions pas de Samora Moïse Machel. Nous n'aurions pas je peux les citer ici. Mais où est partie cette lumière? Mais c'est parce qu'il y a eu la dégradation. Nous avons mis à côté nos valeurs. Voilà, mon frère, ce qui me choque. Il faut une Afrique, pour l'Afrique, un homme africain qui fonctionne avec ses valeurs, qui exhume ses valeurs pour vivre avec. Et ça, c'est global. On peut aller dans tous les domaines. Je vois M. Alexis Bongo en train de secouer la tête. Il y a quelque chose qui vous a dérangé tout à l'heure dans ce qu'il vient de dire. Oui, cette question de dérangement-là, c'est une très bonne chose. En fait, quand nous sommes allés chez les autres, en France, il y a eu l'écrivain, au soir de sa vie, il avait plus de 90 ans déjà, peut-être 95, Stéphane Hessel, qui écrit un petit livre comme ça, de pas même 20-30 pages, mais dont le titre a interpellé la conscience du monde entier. Indignez-vous. Et ça a fait le tour du monde. Il est mort immensement riche parce que tout le monde cherchait ce livre-là. Mais lui souligne de plusieurs traits que le mal de l'être humain aujourd'hui, c'est de ne point s'indigner. D'où vient-il que nous vivions des choses comme décrites ici, mais que nous trouvions ça normal? Donc tout le monde est bien, quoi. On est en costume cravate, on est dans des voitures climatisées, les maisons climatisées, les toilettes climatisées, tout est climatisé chez nous, mais on a déjà tout perdu et c'est normal. Comment ne pas être choqué? On est immensement, énormément, profondément, terriblement choqué. Mais c'est la sclérose. Moi, j'appelle ça la sclérose. Une véritable sclérose. Sclérose quoi? Intellectuelle? Culturelle. Culturelle. Une sclérose culturelle. Absolument. Mais j'ai une question à poser. Oui. Une pour Maxence, une pour Okilas. Okilas. D'abord Maxence. Puisque nous sommes conscients de notre passé, nous sommes conscients des valeurs perdues. Nous avons des parents qui sont encore en vie pour la plupart, qui nous ont enseigné, qui nous ont éduqués, qui nous ont légué une certaine richesse intellectuelle, spirituelle. Quelle lecture faites-vous des jeunes Congolais, des jeunes Africains aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui? Que sont-ils devenus? Comparez-les aux jeunes d'autrefois. Qu'est-ce que vous, en tant que président de l'univers des jeunes, pouvez nous dire? Parce que il faudrait bien que nous fassions la lecture de ces jeunes avant de trouver quand même la porte de sortie. Okay, vous savez qu'une société est semblable à un arbre. Et chaque génération est comme un jardinier. Et le bon jardinier, c'est celui qui sait comment élaguer des feuilles mortes et pour chercher à donner encore du sens à l'arbre, sinon greffer davantage. Vous savez, ce que la jeunesse d'aujourd'hui est en train de vivre dépend de ce que la jeunesse d'hier, donc la rupture causée par la jeunesse du passé, qui est en train comment dirais-je, est en train de prendre le relais sur la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que hier, cette jeunesse était moralisée, conscientisée. Des valeurs ancestrales étaient bien inculquées, transmises à cette jeunesse-là. Maintenant, arrivés à leur niveau, ils n'ont pas pu faire la même chose. Et ça a créé une rupture. Et du coup, il y a un problème qui s'oppose. La jeunesse actuelle, permettez que je le signifie, vit dans une période en même temps effrayante et passionnante. Effrayante pourquoi? Effrayante par rapport à la menace qui pèse sur elle. Des radicalisations, instrumentalisation,
des guerres probables, ainsi de suite. Ça peut arriver à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Et passionnante par rapport à la possibilité de connaissances que le monde nous offre. Donc, Internet et autres, tout ça là, c'est passionnant. Mais, à l'époque, prenons un exemple. Quelqu'un quittait le village sans avoir un parent à Brazzaville, pris en charge par l'État. Après le bac, l'État lui délivre une bourse d'études. La personne va étudier à l'étranger, revient et aussitôt il y a un travail qui l'attend. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus pour cette jeunesse. Combien d'universitaires sans emploi? Combien de ceux qui n'ont pas voulu progresser dans les études parce qu'ils trouvent que ceux qui sont allés avant eux ne trouvent pas gain de cause? Et c'est comme ça que cette jeunesse devienne comme l'huile dans l'eau, où ils ne peuvent pas s'arrimer aux exigences de la société. Bon, maintenant, au lieu de créer des mesures pour les ramener, non, mais on commence encore à les condamner, à les qualifier de tout genre. Non. Qui dit nation, dit relais, dit relève. La vie de la société est semblable à une course de relais. Et c'est même plus semblable à une flamme de bougie. La bougie ne perd rien lorsqu'elle transmet sa flamme à une autre bougie. Voyez-vous? La bougie qui a transmis la flamme brillera, d'autant plus que l'autre bougie brillera aussi. Au finish, c'est toute la pièce qui sera illuminée. Mais il y a des personnes qui ont choisi de garder la flamme pour eux jusqu'à l'extinction de cette flamme. Et cette extinction fait que la jeunesse perd de repères. C'est un manque de patriotisme, en fait. Voilà. Un manque de patriotisme. Donc voilà un peu comment je peux qualifier le sort de la jeunesse actuelle. Merci. Tu avais une question? Oui, et j'en avais une pour Okilas. Il voulait réagir? Oui, par je rapport à... voulais réagir parce que la jeunesse, mon frère, c'est la réserve. Mais nous n'allons pas loin. La vieillesse d'aujourd'hui fut la jeunesse d'hier. Mais celle d'aujourd'hui est un modèle. Et nous l'avons démontré sur le plan de l'administration, sur le plan de l'enseignement, sur le plan de la santé. Partout, vous passez dire, oh, les médecins d'hier, les infirmiers d'hier, le cabot d'hier, l'université d'hier, l'école d'hier, la politique d'hier. Et chaque fois que le Congo célèbre son indépendance, on convoque les pères de l'indépendance. Curieusement, c'est un exemple. On convoque ces pères Yulu et Opongo qui ont fait la paix. Et c'est devenu un luxe pour nous, au moment où nous sommes prêts à guerroyer. On parle des modèles, mais on ne change pas, on ne tire pas le leçon de ces modèles. Un grand péché. C'est là où je parle de la sclérose. Et lorsqu'on a fait la bêtise, on parle de la bêtise humaine. Mais là encore, on se condamne plus belle parce que je suis humain. Je ne peux pas être conscient d'avoir commis la bêtise et le dire tout haut, c'est la bêtise humaine. Moi, ça encore, j'en ai à débattre avec les psychologues. Alors, ce qu'il vient d'évoquer de la jeunesse, oui, il y a un déphasage entre la jeunesse d'hier et celle d'aujourd'hui. Mais il faut se poser la question, comment a été moulée cette jeunesse? J'irai pas loin. La nôtre... Quel est le moule de cette jeunesse? Voilà. L'ancienne se vante aujourd'hui que vous, les enfants de la ville, ils sont fiers d'être villageois parce qu'ils ont bénéficié auprès de la communauté, auprès des parents de certaines valeurs qui les respectent aujourd'hui. Allez dire dans le milieu politique, allez vous passer pour un non-respect, un non-respectueux des anciens. Vous aurez tous les problèmes avec tous ces vieux. Ça, nous incarnons ça en nous. Mais la jeunesse d'aujourd'hui n'est plus comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal moulés. Je prends des exemples. Les partis politiques d'hier, avant le mono, avaient un objectif. Il faut dire le parti d'hier, par exemple. C'était un parti conçu pour le développement et l'épanouissement du pays. Un parti unique. Le parti communiste du travail. Mais le fondement était idéologique. C'était le marxisme. Mais le marxisme visait le perfectionnement et le développement de la société. Mais cette idéologie avait compris que l'homme était le moteur de la société. Il faut commencer par façonner l'homme.
C'est le grand travail fait par le Parti congolais du travail, qui m'étonne aujourd'hui, je le dis. C'est le grand travail fait par Ngouabi qui fut le penseur. Il avait compris, je vais mouler tout le monde. Alexis, ça les gens n'aperçoivent pas. Ngouabi dit, il faut enseigner un peuple. Ce qu'un pasteur ne peut faire. Il va à l'école primaire. Donc il stratifie la société. À l'école primaire, il endoctrine, il emmène les enfants dans un mouvement, le MNP. Mais le centre, c'était la diffusion d'une certaine idéologie à un bas degré qu'on appelle la morale pionnière. Mais quand tu lis le contenu de la morale pionnière, ça visait la formation d'un jeune futur cadre qui devait rimer avec son pays. Et à l'époque, tu ne parlais pas des bébés noirs. Ça, c'est un. Et quand tu montes plus haut, tu as l'UGC qui prenait du collège jusqu'à l'université. Alors, tout cela, jeunesse du parti, moulé aussi dans une idéologie, mais à un niveau de décrit. Jeunesse, discipline, travail, discipline, fusil. Ça, j'étais encore jeune, je voyais. Il va même chez le musicien. Il crée l'UNEAC. Il fallait mouler l'artiste. Il fallait mouler l'artiste. Et vous avez vu les artistes de l'époque, les Gimbolo, Clotaire, les Sita Philippe, ainsi de suite. Ils ont chanté Révolution. Ils ont chanté le pays. Ils ont accompagné le développement du pays. Ils ont changé le comportement de l'homme. C'est ça. Quel artiste avez-vous aujourd'hui? Ils vont chez les femmes. Il fallait mouler toutes les femmes dans l'URFC. Moi, ma mère a tenu, ça va vous faire rire. Moi, ma mère a tenu la calage. Et lorsque Ngouabi avait dit une fois que Diawara s'est rebellé, les femmes de l'URFC ont fait un discours. Il faut aller à la vigilance. Ma mère a abandonné le lit de papa, il a pris l'arme. Mais de quelle parité vous parlez aujourd'hui? Mais on avait déjà atteint ce cap. Les femmes ont travaillé à Kinsoundi. Les femmes ont parachuté ici. Les femmes se sont fait marrer, je peux vous citer les noms. Et Moutouban que vous voyez aujourd'hui, c'est une réserve. Elle blague pas avec les questions de femmes. Pourquoi on ne peut pas la creuser? Et Pierre Ngolo, voilà la pépinière. Voilà cette UGC aujourd'hui qui est à la tête du parti. J'aime bien le dire. Mais ce n'est pas ce parti. C'était notre parti. C'est un legs, c'est un patrimoine. Mais c'est là où nous devons creuser. Et à cette époque, le Congo avait atteint le niveau le plus élevé en Afrique d'alphabétisation. Mais ces modèles sont allés où? Et on va chercher les valeurs. Mais il suffit de faire recours à certaines choses. Alors, il va chez la vieille classe non intellectuelle. Il dit, il faut les rendre intellectuels. Il crée les cours du soir. L'alphabétisation. L'alphabétisation. Tout Congolais était censé, même à Kinshasa, on disait, mais eux, ils aiment trop la position intellectuelle. C'est ce qui a fait la fierté. Et à la fin, on avait une société qui avait une pensée commune, certes, mais qui était positive. Je dis bien qui était positive. Parce que quand vous lisez Marx, Marx n'a pas écrit, n'a pas pompé une pensée politique. Non, non, elle est philosophique. C'est les politiques qui ont mal lu Karl Marx. Mais quand tu lis, c'est le paradis en fait. Oui, les classes sont égales. Tout le monde est au même parfum. C'est le paradis que tu lis dans la Bible. Maintenant, après ça, la conférence nationale arrive, mon frère. On met tout à plat au nom des petites idéologies traditionnelles et tribales. Et c'est chaque politique qui a fait le repli identitaire chez lui. Oublions qu'on avait un grand appareil qui était la réserve culturelle. Je dis bien la réserve culturelle. À l'époque de Ngouabi, on ne parlait pas du tribalisme. Déjà, le tribalisme était ciblé. Le tribalisme, le régionalisme. Tu affichais cela, tu t'es viré, tu t'es arrêté. Et la dernière classe qui restait, je me souviens, la classe des bandits. Ngouabi a dit, il faut les mouler. Les Yonkés. Il a créé la milice populaire. Donc, il a pris la fougue de ces messieurs-là. Il l'a mis au service de la sécurité du pays. C'est comme l'histoire de l'apôtre Paul. Dieu a utilisé son énergie, sa fougue à son service. Est-ce que moi qui le dis, je suis du parti? J'étais encore enfant. Mais si j'arrive à le lire, pourquoi les anciens qui sont encore là, les marxistes, les amis de Marien, ne peuvent pas aller creuser encore dans cette corbeille pour ramener ces valeurs? Mon frère, je te dis vrai. Le mal de ce pays sont les politiques. Je le dis. Ce sont les politiques parce qu'ils ne pensent que égaux, ils pensent que leurs intérêts. J'aime bien le dire. L'UFD, c'est un parti d'où? Djambala, fief de Djambala. Tout le monde est téqué. Yuki, c'est où? C'est Larry. Le RDPS, c'est Vili. On peut continuer. Et c'est les mêmes qui nous disent vivons ensemble. Mais nous vivons ensemble. Nous vivons déjà ensemble. Tout en étant cloisonnés. Youlou l'a démontré même avec l'autre. Hein? Mais qui vous a les Congolais vivent ensemble. Mais c'est eux qui ne vivent pas ensemble. Parce qu'ils ont un jeu d'intérêt. De toutes les façons, il y a toujours majorité ou opposition. Mais au milieu, il n'y a pas la nation.
Au milieu, il n'y a pas l'amour de l'autre. Et c'est ce comportement que nous avons donné au niveau des administrateurs et même des législateurs. Et là, en tout cas, c'est grave. Ceux-là que nous votons qui devaient prendre des lois, avec quelle cabesse. Mais la loi est sacrée. Celui qui prend les lois, c'est un petit Dieu. Rousseau le dit, Rabelais le dit, Montesquieu le dit. Certains sont même étrangers au Montesquieu. Mais les rois, nos rois l'ont dit. Dans les royaumes tels que Téké, vous avez encore des législateurs qui nomment le roi. Qu'ils se renseignent. Mon frère, lorsque vous me posez de telles questions, vous me poussez à penser d'abord sur moi-même. Sur ma société, je n'ai pas une autre société, ça fait mal. Ça veut dire, pour chuter, le travail à faire au Congo, par les politiques, par les intellectuels, c'est la réflexion sur l'homme. Il faut absolument qu'on réfléchisse sur l'homme. Et c'est ce que moi j'appelle, que tous nous appelons, la révolution culturelle. Mais il faut être courageux pour accepter qu'on a tout perdu. Le danger d'un idiot, c'est lorsqu'il commence à refuser qu'il est idiot. En tout cas. Mais les rationnels disent ceci. Il faut commencer par ne pas connaître. Il faut commencer par ne pas connaître pour qu'on t'apprenne. Il faut reconnaître qu'on est ignorant pour commencer à apprendre. Mais lorsqu'à tout moment, nous faisons du tripotage, nous restons là dans tous les domaines. Et on veut faire savoir à l'opinion, à nous-mêmes, qu'on connaît. Mais c'est la déchéance. On va vers l'éclatement de cette société, même sa disparition. Un jour, Alexis, tu te diras homme, mais on va t'apprendre que tu n'es pas homme. L'homme ne se définit pas par sa carcasse naturelle, s'il te plaît. C'est pas parce que j'ai des voitures, j'ai des maisons, je suis ministre. Ça, c'est pas l'homme. L'homme, c'est celui-là qui pense l'autre. L'homme, c'est celui-là qui est sensible. Lorsqu'on lui dit tu es égoïste, tu es méchant, ainsi de suite. En ce moment-là, j'apprends ce que je suis. Sinon, j'ai des raisons pour ne pas te partager. Et les raisons sont vraies. Mais c'est quand l'autre me dira, écoute, tu es jaloux, tu es méchant, tu es dangereux, je me corrige. Parce que nous vivons ensemble. Nous ne vivons pas ensemble. Donc, c'est des thèses, Alexis. Merci pour ces occasions que tu nous donnes. Vraiment, c'est émouvant. Et il y a un problème. C'est, vous avez dit, c'est qui l'homme? Il faut réfléchir sur l'homme. Absolument. Mais nous ne réfléchissons plus sur l'homme, nous réfléchissons sur le matériel. Voilà. Or, avant, je reviens encore dans la société, le passé. Ici même, Ramsès Bongolo nous a dit, et vous vous souvenez, tu as dit aussi, on a parlé de l'hospitalité légendaire. Voilà. Une grande valeur. Et parce qu'on était hospitalier, que personne n'était riche, personne n'était pauvre. Voilà. Et donc là, on avait le temps de réfléchir sur l'homme, de le voir sur les erreurs. Ici, mais non, ça ne devait pas être comme ça. Mais aujourd'hui, nous ne pensons que matériel. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que... Et ça fait que, au lieu de penser à l'homme, nous pensons au bien matériel. Et on devient... Et il y a guerre d'intérêt. Comme un singe. Moi, j'ai toujours eu cette image-là. Prenez un régime de bananes mûres, mettez-là, mettez les singes et les autres. Vous verrez que le singe, il a des réserves ici, il met. Malgré qu'il met, il remplit ici. Il prend, il met là, il met là. Il prend, il met là, il met. Il continue à prendre. Il ne pense pas aux autres. Je vous en prie, c'est comme ça que le philosophe lit le sauvage. Il part du règne animal, il voit les réflexes. C'est le travail que nous faisons souvent. Il voit les réflexes animaux, il les transpose au niveau de l'être humain, il s'interroge et il ne vous dira pas si vous êtes des humains ou pas, si vous n'êtes pas éduqués. Ça il a tout dit avec cette image. Quelqu'un m'avait dit, le pouvoir en Afrique, c'est comme un os jeté à la poubelle. Regardez comment les chiens vont se le discuter. Il faut qu'il y ait bagarre. C'est ça dans le règne des sauvages, des non-éduqués. Mais ce qui se passe chez nous en Afrique. C'est ce qui se passe chez nous en Afrique. Je dis dans l'Afrique noire. Avant, les élections sont dangereuses. Extrêmement dangereuses. Dès qu'on annonce les élections, le souverain primaire détenteur du pouvoir qui doit choisir fouille. Il fouille la ville. Il laisse la ville à qui? Au démon de l'État. Est-ce que vous voyez? Mais c'est cette image-là. Et quand les politiques n'ont pas compris ça, ils comprendront donc jamais que nous ne sommes pas civilisés. Or, l'idéal, c'est se civiliser absolument. Aller vers la civilisation. Ce n'est pas le reste. Parce qu'un homme qui se reconnaît pas homme,
en soi et pour soi, franchement, vivra toute son éternité sur terre, il n'aura aucune valeur. Il ne laissera jamais un nom. Vous avez vu les personnages que je vois, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Je vous dis, j'ai porté pendant près de 10 ans l'effigie d'Haïlé Selassie. Je sais pourquoi. Le Négus. Je l'ai lu, mais j'ai vu, Alexis, je vais te révéler quelque chose. J'ai vu les gens porter ce monsieur et j'ai lu sa pensée politique et d'abord philosophique, spirituelle et politique. J'ai compris, ce n'est pas un hasard qu'il soit descendant. Voyez-vous. Vous aimez bien parler de Simon Kimbangu, je vais vous faire mes révélations, je lui ai fait la révélation ce matin. Après tout le temps que je suis resté à Londres, j'ai eu un seul scandale. Un jour, on célébrait la fête des Blacks, de diverses origines. On me dit, tu n'as jamais vu ça, viens voir. Il dit, c'est un festival culturel et spirituel black. Quand je me présente, c'était à New Cross, un quartier, sous le boulevard, j'écoute les tambourins qui ont des sons que j'ai l'habitude d'écouter en Afrique. Je sors, je regarde des gens habillés en kimbanguiste. Je vous jure, je ne l'ai jamais dit, en kimbanguiste. Et qui avaient des effigies avec eux. J'ai attendu. Je dis, certainement, c'est la colonie congolaise. Quand ils s'approchent, le premier effigie, je vois Simon Kimbangu. Mais ceux qui portaient, d'être avec des dreadlocks, tout ça parlait anglais. Deuxième effigie, André Grenard Matson. En bas, c'est écrit 22. Après, c'était beaucoup d'images. Et après, j'ai vu les Négus, j'ai vu les Castro, Mehdi Ben Barka, ainsi de suite. Et au fond, j'ai vu Ngwabi. Je dis, mais c'est un mouvement révolutionnaire. Ou bien, je ne comprends pas. Je les ai suivis à Brixton, le quartier jamaïcain. Je suis allé voir le prêtre, il s'appelle ça prêtre, du Dja. Quand j'échange avec lui, il me dit, nous sommes des descendants d'esclaves, mais nous avons gardé notre ligne spirituelle. On ne peut pas se laisser corrompre jusqu'au niveau spirituel. Je lui ai dit, le monsieur c'est qui? Kimbangu dit, il me dit le nom de Kimbangu en anglais. Il me dit, c'est l'église noire d'Afrique d'où nous venons. J'ai eu la chair de poule. Mais j'ai eu honte de lui dire que je venais du Congo. Franchement, j'ai eu honte parce que je minimisais la chose. Et les Jamaïcains ont adopté, je vous dis, cette religion à un plus haut niveau. Et ils prêchent même dans les bus. Voilà une reconnaissance de soi. Voilà une reconnaissance de ton identité. Mais ils le font parce qu'ils ne sont pas ici. Il faut aller ailleurs pour connaître la valeur de ton identité. Il faut aller à l'étranger pour connaître la valeur de ton identité. Mais quand sur mon plateau de Top TV, j'ai reçu une femme hébreu. Elle m'a fait un témoignage vraiment scandalisant. Et elle me dit, si l'Afrique ne se développe pas, parce que la Bible que vous tenez n'est pas vôtre. La première chose qu'elle me dit, ouvre la première page. Je lis la Sainte Bible, traduite selon les textes, d'après les textes hébreux et grecs. Il dit, je suis hébreu. Alors, tu es grec ou hébreu, toi? Je dis, non, je suis africain. Il dit, c'est mon livre. C'est écrit dans ma langue, puisque c'est une traduction. Donc, si tu as la traduction, j'ai l'original. Mais donc, laisse-moi te dire que c'est pas la parole de Dieu telle que vous comprenez. Ça, c'est mon histoire. Vous avez la vôtre. Pour preuve, quand tu ouvres la première page, on te dit, au commencement, il dit, Dieu ne pouvait pas parler comme ça. C'est quelqu'un qui vous raconte l'histoire juive. Au commencement, comment le monde a été créé chez nous. Et sur vous. Il dit, curieusement, lorsque vous transposez notre histoire, vous la dépaissez, vous la décortiquez avec manière, ça vous crée le désordre, d'où vos états ne sont pas développés. Mais là où cette lumière est passée, depuis le Moyen-Âge, regardez bien, c'est des états développés qui vous ont colonisé. Et j'ai tressailli. Je me suis remis en cause depuis ce jour-là. Et j'ai commencé à penser moi-même et ma société. Voilà ce qui me détermine. Est-ce que, là où est passée la lumière, ces États qui sont développés, qui nous ont colonisés, arrivant chez nous, ils n'ont pas brusqué notre développement, je veux dire, donc, ce qui devait être notre livre à nous aussi, pour que nous puissions nous développer. Sinon, vouloir nous garder tels que nous étions, qu'on ne se développe pas pour constituer un marché pour eux. En fait, toute civilisation est évolutive. Vous voyez, la civilisation africaine devait toujours évoluer.
même s'il n'y a pas eu ce que nous connaissons en l'histoire, la traite négrière et la colonisation et autres, parce que la colonisation n'est qu'une forme une autre forme de domination. C'était comme un maquillage de la traite négrière. Et même les indépendances aussi, que nous disons, ce sont des indépendances de pacotille. Parce qu'ils ont fait de la sorte que, en nous attribuant des indépendances, qu'ils gardent quelque chose qui fera de la sorte que nous ne décollons pas. C'est-à-dire la méprise sur nos richesses, sur nos dirigeants et autres. Mais ce qui est sûr, là où cette lumière est passée, mais cette lumière n'est pas passée comme elle devait le faire. Parce que cette lumière a été accompagnée avec des prédateurs. Donc c'est des prédateurs qui ont reçu cette lumière, mais ils n'ont pas partagé comme il le fallait. Et c'est comme ça que nous sommes retrouvés jusqu'alors en cette condition. Mais j'allais dire une chose. La civilisation africaine qui date des milliers des années était déjà une civilisation forte. Était une civilisation qui inspirait d'autres civilisations. Mais aujourd'hui, pourquoi nous sommes en arrière-plan? C'est tout simplement parce que l'homme africain n'a pas pu suivre l'évolution des temps. Donc il s'est arrimé à se contenter de ce qu'il avait. Amadou Hampâté-Bâ, le grand sage d'Afrique, il disait que lorsque un colonisateur arrive, il prend le soin d'arracher toute la culture du pays colonisé pour instaurer sa culture. Mais il dit encore que la culture africaine n'est pas si mauvaise que l'on pense, parce qu'elle n'a pas été écrite. Même la parole, sinon la pensée, l'écrit est fruit de la pensée. Parce qu'avant d'écrire, il faudrait d'abord penser. Donc les pensées qui ont été transmises aux jeunes générations, ces pensées-là doivent nous servir aujourd'hui de guide pour voir comment reconquérir au fait comment dire, le leadership africain. Mais ce qu'il évoque, c'est fondamental. Je vous en prie. C'est fondamental. Le problème est que lorsque l'Occident visite l'Afrique, il faut vous dire qu'ils étaient déjà en avance. Industriellement déjà. Vous savez qu'un peuple fort est expansionniste. Oui. Dans la Bible, c'est bien démontré. Mais nous n'étions pas des États. Nous n'avions pas d'ambition, les mêmes ambitions que l'Europe. On n'avait pas besoin de l'expansion, de la conquête. Pourquoi? C'est les grandes questions que les historiens doivent se poser aujourd'hui. Ça ne sert pas de critiquer l'Europe. Chaque fois qu'on critique l'Afrique, on établit un rapport avec l'Europe. C'est mal dire les choses. Mais je ne peux pas me lire au travers ou en comparaison avec Alexis. Alexis, là, c'est ça tout. Mais pourquoi les gens voudraient que l'Afrique se développe au même rythme, avec le même matériel que l'Europe? Non, l'Europe s'est développée. Un Anglais me le disait. Il s'est développé vu les conditions rudes, primitives. Vous vous imaginez, Alexis, à l'époque, nous sommes dans un climat moins 3 degrés. Mais toi et moi, nous sommes dans quel climat? D'où ton grand-père peut passer 2 siècles ou 1 siècle sur Terre torse nu. Mais là-bas, c'était la mort en permanence. Donc, ils étaient obligés de vite se développer pour faire face à cette rudesse de la nature, en créant des agglomérations, de la machine, le chauffage, la houille, ainsi de suite. C'est ça qui les a emmenés ici. Et aujourd'hui, l'Africain qui n'a pas compris ça, qui ne sait pas qu'il est dans une nature acceptable, on vit l'Europe. Et curieusement, quand il arrive en Europe, il est obligé de se mettre dans les manteaux, sans réfléchir
Il envoie des postes. Moi, je suis en Europe. Hein. Franchement, il est là, mais il ne comprend pas. Mais notre nature est hospitalière. Oui. Comment voulez-vous que nos grands-parents puissent construire des immeubles dès lors qu'ils peuvent dormir dehors? C'est l'avantage que nous avons. Donc, lorsqu'on dit le développement de l'Afrique, ça ne doit jamais être en comparaison avec d'autres États. Il faut tenir compte de ces facteurs. Oui. Mais quand ils arrivent ici, je vais terminer, quand ils arrivent ici, mais ils trouvent le plus beau ici. Tout simplement parce que nous n'étions pas une des nations comme les leurs. Nous étions des chefferies et des royaumes fragiles, qui n'étaient pas préparés pour la guerre, on vivait seul. Mais il y avait des rapprochements entre ces royaumes. C'est ce qu'il venait de démontrer. Il y avait déjà le vivre ensemble. Alexis, mon frère, je vais vous dire une chose. Je vais vous révéler cela. Allez demander à un Bateke. Hein? Demandez à un Bateke. Qu'il vous donne le sens du mot teke dans sa langue. Ça n'existe pas. En teke, il n'y a jamais le mot teke. Ça n'existe pas. Mais ça existe en live. Moteke, le vendeur. Boba teka, kaba teke. Mais lorsqu'on mène des enquêtes, des réflexions, sur le plan de l'histoire, des enquêtes, vous allez comprendre qu'il y a eu un moment où le Lari a appelé le Teke le vendeur. Ça veut dire qu'il y a eu rencontre. Oui. Mais c'est sur la place de Brazzaville. Qu'est-ce que le Teke lui a vendu? Qu'est-ce qu'il a donné au Teke? Mais la constance de cette rencontre donne la souche Lari. En fait, c'était entre Teke et Congo. Et jusqu'aujourd'hui, le Teke lui-même ne sait pas pourquoi il s'appelle Teke. Mais dans sa langue, il dit il n'est pas Teke. Il dit Otio, ça veut dire Teke dans sa langue. Mais rien que cette appellation montre qu'il y a eu le vivre ensemble. Que nos politiques cherchent aujourd'hui, curieusement, extraordinairement. Ça dit que ce qu'il décrit là, nous avons l'image de quelqu'un qui est dans l'eau, mais qui est en train de crier « J'ai soif d'eau, j'ai soif d'eau ». Non, il y a une chose très intéressante. Mais quand vous parlez justement du développement, lui il a dit non, l'Afrique n'a pas voulu suivre le rythme. Vous venez de démontrer. Il n'y a pas un modèle universel. Il n'y a pas. Mais en plus, qui te dit que l'Afrique n'a pas voulu suivre le rythme? Voilà, mais c'est celui-là qui vient, qui détruit. Parce qu'eux, ils étaient dans le besoin. L'Africain n'était pas dans le besoin, il vivait libre. Non, mais quitte à savoir de quel rythme... Je vais vous sortir quelque chose, vous allez continuer. J'ai eu l'occasion de vivre avec les Caribéens. J'étais scandalisé de voir une vieille femme de 72 ans qui me dit qu'elle est descendante des Gaulois. Elle est plus black que moi, noire de père et de mère. De la Guadeloupe, elle vit la région de la Basse-Terre. Elle a travaillé dans les champs de canne. Et quand on vous parle de ses travaux, vous avez l'impression d'être en Caï. Et elle me dit, je suis descendante des Gaulois. Mais les Gaulois ne sont pas des Noirs. Qui le lui a dit? C'est l'idéologie coloniale. Et jusqu'aujourd'hui, nos ancêtres, les Gaulois. Ce qu'on nous cache. Je suis désolé, mais vraiment, ce débat, ce petit voyage... Une petite minute. Oui, justement, ce petit voyage est... Maxence avait quelque chose à dire. Oui, ben, je voulais dire... moi aussi, je dis rapidement. Quand je parlais du rythme, c'était le rythme par rapport à l'évolution du temps, pas par rapport à l'Europe. Maintenant, pour projeter, je dirais que l'avenir du monde se jouera en Afrique. Bien. J'arrache avant toi, mon cher. Nous sommes à la fin là. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les rails débouchent déjà dans la mer. On est content de nous arrêter. Sinon, on va aller dans l'eau. Votre petit mot par rapport à... Bon, par rapport à ce... La vraie question, c'était que reste-t-il de notre histoire? Voilà, vous avez compris qu'autour de ce développement, nous avons tout perdu. Oui, ben oui. La constance, c'est ce que nous-mêmes avons dit à la face du monde que nous recherchons. Quand je dis les valeurs, c'est tous les plans. Ça veut dire l'homme est vide, l'homme s'est vidé. L'homme s'est vidé, l'homme n'a plus de valeur. Et quand l'homme n'a plus de valeur, seul un animal n'a pas de valeur. Il n'a de valeur que lorsqu'il obéit à son maître, on doit le lui apprendre. Donc, de cette prise de conscience nationale, il faut que les politiques puissent fuiter leurs armes, les scientifiques puissent fuiter leurs armes pour aller à la reconquête de l'homme. Le travail de la conscience nationale est à faire. Pour sortir le Congo de ce carcan. La conscience nationale, il faut travailler l'homme. Alors, pour travailler l'homme, il faut créer les canaux qui fassent recours, je ne suis pas politique, qui fassent recours aux anciens modèles. Juste le mono, parce que ça avait réussi. D'accord. Et pour les peuples africains, nous appelons juste à la conscience de la nation pour que nous redémarrons. Voilà. Voilà. Moi, mon dernier mot, Emery, c'est plutôt deux questions, parce que ces deux-là, on va les faire revenir dès que possible. Oui.
ces deux questions. C'est une question d'abord à Maxence. Une question à Maxence, comme pour lui demander qu'est-ce qu'il pense de la jeunesse actuelle qui est jeunesse décret présidentiel. Parce qu'il faudrait que nous disions, que nous appelions chien par chien et chat par chat. Donc il s'en ira creuser et il reviendra avec la réponse ici. Parce que c'est quand même elle l'avenir. Bon, à Okilas, je voudrais savoir, est-ce que si la société, notre société autrefois était basée sur nos traditions avec toute leur spiritualité, est-ce que l'homme politique d'aujourd'hui, le scientifique, le technologique d'aujourd'hui a besoin encore de spiritualité? Est-ce que l'homme moderne, disons ça comme ça, qui s'est déconnecté de nos traditions, devenu qui chef d'État, qui gouverneur, qui ministre, qui docteur, député, qui PDG, qui député, est-ce qu'ils ont encore besoin de spiritualité? Voilà, c'est ces deux questions certainement qui vont nous faire revenir. Très belle question. La prochaine fois. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce numéro. Vous avez compris que nous allons revenir. Il y a deux questions importantes qui ont été posées. Est-ce que disons que nous allons revenir pour que nous puissions avoir les réponses. C'est sûr que ça va encore produire d'autres réflexions. Alors, merci d'être passé et nous allons revenir. Et merci aussi à nous de vous remercier. Ok, à M. Alexis Bongo de nous donner la possibilité d'être sur le plateau de Convergence et Révolution. Merci à Patrice Louvezo qui était à la régie. Merci à Gervais Mbouaka qui a tenu les caméras. Nous disons encore merci aux téléspectateurs qui nous suivent justement parce que ce que nous faisons, c'est pour que tous nous puissions converger afin de produire une révolution culturelle. Merci. On se dit au revoir et on se reverra à la prochaine occasion. Goodbye.